Bonsoir les amis, moi c'est Big Mac, Sayambo, Sanchim, Sakabagne. Je reviens encore. Aujourd'hui, comme vous le savez, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Aujourd'hui, c'est mardi, le 20 juillet 2021. Je vais rapidement pour une autre causerie en ce qui concerne ce qui est en train de se passer dans la région des Grands Lacs toujours. Je vous salue et je remercie vraiment tous ceux qui me suivent, qui m'encouragent, qui m'écrivent, sans oublier mes amis du Sénégal. Je salue mon ami Mamadou avec sa femme Mama Foula. Nous vous aimons vraiment. Je salue mes amis qui sont en Côte d'Ivoire, qui m'encouragent et qui disent que les émissions que je fais ont vraiment aidé les gens à comprendre ce qui est en train de se passer au Congo et spécialement dans la région des Grands Lacs. C'est eux qui me l'ont dit. Car vous savez, il y a une grande campagne, un combat par les grandes puissances depuis beaucoup d'années. Donc, pour falsifier la vérité, la réalité de ce qui est en train de se passer dans la région des Grands Lacs. Et ce qui est un peu écœurant, ça se fait avec la complicité des présidents africains. Comme je vous ai dit, la puissance qu'ont les anglo-saxons, c'est une grande puissance. Ils ressemblent à une pieuvre. Ils ont beaucoup de tentacules. Car c'est eux qui contrôlent l'ONU, l'Union européenne et même l'Union africaine. Vous savez, on a une soi-disant Union africaine qui n'a pas de fonds. Pour travailler l'Union africaine que nous avons, soi-disant que c'est pour les Africains, ça doit être sponsorisé par l'Union européenne et les États-Unis. Comprenez pourquoi ça fait la honte des Africains. Je veux parler d'une chose aujourd'hui, c'est du plan pour la conquête du Congo par Museveni et Paul Kagame. C'est de cela que je voudrais un peu parler. C'est ça le titre. Le plan pour la conquête du Congo par Museveni et Paul Kagame. Je voudrais en parler pourquoi? Parce que beaucoup de Congolais, si pas tous, pensent que tout ce qui est en train de se passer donc au Congo aujourd'hui, ou bien dans la région des Grands Lacs, donc c'est le hasard. Non, ce n'est pas le hasard. Ça peut être le hasard pour les ignorants, les distraits et beaucoup de Congolais. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont surpris. Nous ne nous attendions vraiment pas. Si de notre côté, Congolais, Zaïrois, nous prenions ça, et nous prenons ça jusqu'à aujourd'hui, et même demain, si nous allons continuer à prendre ça, comme le hasard, nous n'allons rien foutre. Car chez nos amis, ce n'est pas le hasard. C'est une histoire qu'ils avaient au cœur depuis longtemps, depuis des années. Ils ont mis ça en place. Ils ont relayé ça de père en fils. Ils ont cherché des sponsors dans le monde. Ils ont cherché des lobbies, les groupes de pression qui ont l'argent pour s'allier à leur cause, afin de nous attaquer, donc de nous dominer, de changer notre histoire. Car même si tu connais la vérité, tu es au Congo, mais tu n'as pas accès aux médias, tu seras toujours perdant. C'est pour cela que vous voyez que la version qu'on entend souvent dans le monde, ce n'est pas la version des Congolais, c'est la version de ces gens-là, c'est-à-dire de Paul Kagame
et de Museveni souvent. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui se sont préparés. Ils voyagent dans le monde pour soudoyer le président du monde, les grands clubs, les gens qui détiennent donc trop de monopole sur les affaires du monde. Et ce qui est grave un peu, ce sont des gens qui viennent des pays pauvres. Ils ont essayé, c'est pour cela qu'ils nous ont bousculés. Et aujourd'hui, ils le font avec quoi? Ils le font maintenant avec l'argent du Congo. Quand ils pillent chez nous, ils cherchent d'abord le sponsorship, donc le parapluie des grandes puissances, des grands hommes d'affaires, des grandes compagnies financières. Ils disent, ok, nous sommes prêts, nous allons vous aider. Si vous voulez faire la guerre par procuration, c'est-à-dire entrer au Congo, prendre je ne sais quoi, nous sommes prêts. Nous allons faire ce job-là pour vous. Protégez-nous, donnez-nous des moyens, nous irons au Congo. C'est pourquoi faire? Pour voler les richesses. Nous allons vous les amener. Vous aussi, vous allez nous assurer quoi? La protection. C'est-à-dire, personne ne peut venir attaquer nos pays facilement. Donc, vous allez nous assurer beaucoup de choses. Vous serez nos avocats. Parlez pour nous dans les plus grandes instances internationales. C'est-à-dire, le job que nous allons faire, c'est un mauvais job. Parce que entrer dans un pays, violer le territoire d'autrui, donc tuer les gens, les déplacer, voler les richesses, occuper les territoires, ce sont des histoires qui sont condamnables selon la loi internationale. Mais eux vont le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont des grands frères derrière. Ils le font non pas pour eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est pour aider les grands frères. C'est pour cela qu'on appelle ça la guerre par procuration. Ils se sont dit, nous sommes prêts, nous allons faire tout ce que vous allez nous dire. C'est, comme on dit dans le monde aujourd'hui, c'est donnant-donnant. 50-50. Tu me grattes le dos, je te gratte le dos aussi. You scratch my back, I scratch your back too. Nos amis ont compris ça. Mais le plus grand malheur que nous avons au Congo, c'est que nos politiciens n'ont pas encore compris ça. Nos politiciens jouent avec nos richesses. Ils les volent pour leur propre bénéfice. Au lieu d'amasser les richesses du Congo, de les mettre au service de la protection du peuple congolais, nos politiciens jouent aussi le jeu de l'ennemi. Si les gens au pouvoir pouvaient utiliser les richesses du Congo, qui sont d'ailleurs énormes, pour aller aussi chercher des lobbies, le Congo peut le faire. Il y a des gens qui peuvent le faire au Congo. Aller voir des présidents les plus puissants du monde, se faire amis à des institutions financières, amis à des gens qui possèdent les chaînes de télévision, des radios, des journaux, pour asseoir aussi notre idéologie. En échange de quoi? Des richesses du Congo. Dépenser les richesses du Congo pour protéger le Congo, pour faire la promotion du Congo. Mais les politiciens congolais ne le font pas. Ils volent tous. C'est pour aller mettre dans des comptes à l'extérieur, dans des paradis fiscaux. Pas pour protéger le Congo, c'est pour eux-mêmes. Et quand ils veulent faire ce genre de business, remarquez l'habitude des politiciens congolais. Ils pillent, non pas avec les Congolais, ils s'allient à des étrangers. C'est pour effacer les traces. Mais ce sont les autres qui viennent au Congo, qui signent des contrats à l'extérieur. Un homme comme Kagame, un homme comme Museveni, ils viennent des pays pauvres. C'est-à-dire ils signent des histoires à l'extérieur du Congo pour dire nous allons faire le plan, nous irons voler au Congo. Et nous allons vous amener, protégez-nous sur tous les plans. Sur le plan militaire, ils sont protégés. Sur le plan de la justice,
Car les grands frères qui les envoient, ils contrôlent toutes les cours de la justice au niveau national, au niveau même africain, au niveau africain, au niveau international. Les Congolais n'ont pas encore compris, surtout ceux qui font la politique, que le monde aujourd'hui, c'est le monde de donnant-donnant. Il faut que les politiciens congolais comprennent qu'aussi longtemps qu'on ne jouera pas le jeu d'une bonne manière, et étant habitant d'un pays là-bas, très riche en matières premières, nous ne serons jamais en paix. C'est pourquoi il faut mettre des structures en place pour que nous puissions contrôler nos richesses, jouir de nos richesses et être maîtres de nos richesses. C'est-à-dire quoi? Faire tout. Mettre une politique en place qui fera c'est que ceux qui aiment nos richesses, nous n'allons jamais vivre en tant que Congolais, Congo, comme une île. Donc dire que nous n'allons pas coopérer avec les gens, ça c'est mentir, c'est un mensonge. Nous serons obligés de coopérer avec les gens. C'est-à-dire nous imposer que ceux qui envient les richesses du Congo, que ceux qui veulent faire les affaires pour s'accaparer des richesses du Congo, qu'ils viennent par la grande porte, qu'ils ouvrent la grande porte du Congo, qu'ils entrent coopérer avec nous, au lieu de faire des tours là-bas. Le Congo est ici, ils tournent, ils s'en vont en Ouganda. Après l'Ouganda, ils entrent par le Rwanda. C'est comme si les Ougandais et les Rwandais étaient propriétaires des richesses du Congo. Non, nous devons nous imposer. Et qui doit s'imposer? Ce n'est pas le Congolais lambda, l'homme de la rue. C'est ceux qui sont les tenants du pouvoir. Mais malheureusement, nous continuons à nous plaindre chaque fois. Au Congo, je ne sais pas. Hein, comment est-ce que les gens conçoivent les choses? Ceux qui ont le pouvoir, ceux qui sont dans les départements du pouvoir, c'est à eux de faire ça. Car ils ont le pouvoir. Ce n'est pas n'importe qui. Je peux avoir une bonne volonté. Aussi longtemps que je ne suis pas mandaté, je ne suis pas dans le cercle du pouvoir au Congo, ça sera difficile pour moi de faire passer mes idées, de m'imposer. Remarquez au Congo, ceux qui sont dans les arcanes du pouvoir sont des corrompus, des ignorants, des jouisseurs. Quand vous leur donnez des idées, ils prennent ça, ils mettent derrière. Ils s'assoient sur ça. Écrivez. Même chez les conseillers là-bas, il y a beaucoup de Congolais qui veulent donc approcher même le président de la République, les gouverneurs, même les politiciens de l'opposition. Beaucoup ont essayé. Donc approcher ces gens-là pour leur donner des idées, converser, échanger avec eux. Non, remarquez que les politiciens congolais, qu'ils soient au pouvoir, dans l'opposition, tous opèrent dans des cercles hermétiquement fermés. Les Congolais ne communiquent pas. Essayez même de vouloir chercher un numéro de téléphone, adresse email d'un politicien même de l'opposition. Vous n'allez pas trouver ça. Pour vous donner ça, c'est problématique. Si tu as la chance de tomber sur son adresse email, sur son numéro de téléphone. Moi, on m'a donné des numéros de téléphone de politiciens dont je ne peux pas citer les noms. Donc, par pudeur ou bien, donc, garder le secret. J'ai essayé de contacter ces gens-là. Avec la technologie d'aujourd'hui, tu vois, c'est sur WhatsApp. Le politicien là lit très bien mon message. WhatsApp me dit, il vient de lire ça. Il ne répond pas. Je me présente, j'ai même mes vidéos. C'est moi. Moi, au moins, quand même, je suis un peu connu. Je ne suis pas le Mac là inconnu. Je fais des vidéos. C'est-à-dire, toi aussi, tu as déjà vu quelque chose de moi, même dans ton téléphone. C'est moi. Je voudrais te parler à ceci, à cela. Les politiciens congolais, qu'ils soient des opposants, ils ne répondent pas. Au pouvoir, n'en parlons même pas. Car quand un Congolais arrive au pouvoir, il devient automatiquement ennemi des autres Congolais. Contrairement à d'autres pays, quand tu prends le pouvoir, c'est-à-dire tu deviens maintenant le serviteur. Tu comprends que je suis ici, c'est pour servir mon peuple. En commençant même par le gouvernement. D'une manière globale.
Et en allant même chez les politiciens, particulièrement, les politiciens congolais n'ont même pas de website, des sites web. Si vous refusez qu'on puisse vous téléphoner directement, donnez l'adresse email. Mettez des structures en place pour qu'il y ait des gens qui doivent commencer à lire les emails. Nous avons trop d'idées. Nous avons des nouvelles parfois. On dit, dites à ce politicien-là, écrivez Marc, on essaie, il n'y a pas de contact. Les politiciens congolais sont hermétiquement fermés dans leur monde. Pourquoi? Ils pensent qu'ils connaissent tout. Ils sont déjà arrivés. Je ne sais pas ce qu'ils pensent. Et pourtant, dans d'autres pays, qu'on soit dans l'opposition, qu'on soit au pouvoir, même individuellement, un parti politique doit avoir des canaux de communication. Un site web, là où les gens peuvent déposer des messages. La boîte aux lettres, la boîte à suggestions. Si vous dites que vous êtes là, c'est pour le peuple, que vous serez dans l'opposition ou bien au pouvoir, demandez au Congo. Combien de politiciens congolais, combien de ministères, même la présidence, est-ce qu'ils ont des boîtes à suggestions? Ils n'en ont pas. C'est-à-dire, ils ne sont pas là pour le peuple. Mais beaucoup de politiciens, si vous remarquez, dans d'autres pays, même en Afrique, ne parlons pas toujours des États-Unis, tout ça. Ça, c'est un autre monde, ça, c'est un monde avancé. En Afrique, il y a des politiciens. Quand ils pensent qu'ils commencent déjà à monter, ils deviennent l'homme du peuple. Il est célèbre, c'est fini. Il ouvre un site web. Là où il y a son adresse email, ses coordonnées sont là. Avec un numéro là-bas qui doit passer par le secrétariat pour qu'on ne puisse pas vous déranger. Mais les politiciens congolais n'ont pas ça. Comprenez? Ce sont des égoïstes. Pourquoi? Ils pensent que tous ceux qui vont commencer à les appeler par téléphone, à leur envoyer des emails, à entrer dans... Ils n'ont pas de site web d'ailleurs. C'est-à-dire c'est pour les déranger, leur demander de l'argent. Pourquoi? Un mauvais système qu'ils ont mis en place. Et pourquoi sont-ils comme ça? Ce sont des gens qui, dans leur mental, ils ne sont pas là pour servir le peuple. C'est-à-dire quand il est à ce poste-là, c'est fini. Ils ferment les portes et les fenêtres. Comprenez pourquoi? Ils ne font que taper à côté chaque fois. Beaucoup de Congolais ont des informations. Beaucoup de Congolais ont des idées. Ne pensez pas que quand vous devenez politicien, vous montez d'échelon, vous avez une villa, vous avez de l'argent, vous êtes même au gouvernement, ministre de test, c'est-à-dire vous connaissez tout. Non! Restez en contact avec le peuple. Car vous êtes là pour le peuple. Comprenez pourquoi les politiciens congolais, j'ai dit, ils sont dans leur château là-bas. Ce n'est pas en vitre, en verre, comme on peut le dire. Ils ne savent pas ce qui se passe dans les rues. Pourquoi? Parce que leur organisation, c'est toujours une organisation de mafia. Ils volent beaucoup. Ils ont même peur d'entrer en contact avec les gens. Pourquoi? Parce que ce qu'ils font là, c'est le mal. Ils sont là, c'est pour piller. Alors, ils évitent tout contact avec le peuple dans la rue. Pourquoi? On va découvrir ce qu'ils font. Je pense qu'un politicien honnête qui dit qu'il est là pour le peuple, aidez-nous à changer le système. Entrez en contact. Les Congolais ne communiquent pas, ceux qui sont au pouvoir. Quand ils sont dans des pétrins, des problèmes, c'est quand vous allez les voir maintenant chercher l'appui du peuple. Et quel appui? Pour que vous puissiez aller chanter pour lui. Ceux qui vont toucher, ceux qui vont salir, mais quand il n'y a pas ce danger-là, quand il n'est pas en insécurité devant ses partenaires politiques, même les Congolais, ils ne prêtent même pas attention même aux gens de la rue. C'est ce qu'on appelle utiliser le peuple pour leur propre bénéfice. Donc le bénéfice de ces politiciens-là. C'est pour cela que nous disons que ce système doit cesser. Je demande aux politiciens congolais de créer des canaux de communication. Comprenez? Regardez même, il y a des politiciens congolais. Ils ont des conseillers. Mais ils ne font rien. Parfois, les gens se plaignent. Comment est-ce qu'ils ont des conseillers? Ils ne voient pas ça. Les gens de la rue savent automatiquement que, donc, au rythme où ce politicien est en train d'aller, il aura des problèmes avec cet autre-là. Nous, qui ne sommes pas dans le cercle politique, nous le savons. Nous les observons.
tel politicien, tu sais ce qu'il est en train de faire? Un jour, il aura des problèmes avec tel autre de l'opposition. Celui-là, on va le corrompre par le pouvoir, alors il va trahir son ami. Les conseillers proches d'un politicien tel ne le savent pas. Mais les Congolais lointains de la rue, ils le savent. Il n'y a pas de communication. Peut-être nous pouvons tomber sur une causerie là-bas. Nous pouvons être amis de je ne sais qui, des autorités. Nous entendons ce qu'ils disent. Comment est-ce qu'on va communiquer avec vous? Comprenez pourquoi nous n'allons nulle part. Nous n'allons nulle part. Il faut changer de style. Le monde a évolué. Le style opaque, fermé, obscur, c'est pour les politiciens corrompus d'abord, qui sont arrivés là où ils sont par la corruption. C'est pour cela qu'ils ferment toutes les fenêtres et toutes les portes. Parfois, moi, je comprends. Parce que le jour où le Congo sera ouvert, le jour où on apprendra à être honnête au Congo, c'est-à-dire il y a élection là, on organise, que celui qui gagne, laissez ce monsieur-là gérer. Peut-être c'est quand la communication va commencer. Ouais, je pense que c'est le jour où la communication va commencer. Puisque jusque-là, ce ne sont que la mafia. Ce ne sont que des mafiosi. Tout ce que nous avons là-bas, c'est la tricherie, le mensonge, des crimes, des vols. C'est pour cela, comprenez, ils ne communiquent avec personne. Parce que tous sont dans le système là-bas de vol, de destruction de la République. Alors, j'ai un peu quelques livres aussi, avant que je n'attaque le sujet qui dit le plan pour la conquête du Congo par Museveni et Kagame. Je vous présente encore d'autres livres. Lisez, il y a par exemple ce livre, c'est aussi intéressant. Le livre de Pierre Péan. Noir fureur, blanc menteur. Vous voyez les os qui sont là. Hein, c'est toujours le génocide du Rwanda. Des gens qui ont eu accès à des documents secrets. Du gouvernement français, gouvernement belge, gouvernement américain, canadien. Ils ont rassemblé ça, ils vous écrivent. Si beaucoup de gens s'intéressent à la lecture, nous allons cesser d'adorer les politiciens. Nous allons cesser de croire ce que RFI nous dit, au CNN a dit, au Fox nous a dit, au La Voix de l'Amérique a dit. Non, ça, ce sont des médias qui sont contrôlés par les tueurs, les voleurs de l'Afrique. Lisez par-ci, par-là. Tombez sur des livres. Si vous ne savez pas, contactez-nous. Mon adresse email, j'ai oublié de le mettre là, c'est aigledecolosie@gmail.com. Je peux vous aider, je peux vous diriger. Est-ce que vous connaissez un livre qui parle de ceci? Moi, je peux connaître. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que moi je commence à lire les livres de la région des Grands Lacs. J'ai une idée quand même. Je ne me vante pas, j'ai quand même une idée de ce qui se passe dans la région des Grands Lacs. Car j'ai lu beaucoup de choses. Les journaux, les revues, des livres. J'ai perdu d'autres livres. Les gens m'ont emprunté des livres là-bas pour lire, ne les ont jamais remis. Donc, c'est comme ça dans le monde des livres. Mais moi, dans mon budget, je fais mon tout. Je fais le tout pour manger, m'habiller et acheter un livre. Et je n'ai pas commencé ça aux États-Unis. Peut-être c'est question d'habitude. Moi, c'est depuis le Congo. Hein? Moi, au Congo, j'avais une bibliothèque dans la maison. On me donne l'argent de Minerva, l'argent de poche par mon père, ma mère. J'achète ce que je peux, les chaussettes, tout ça, les petites chemises là. Je vais acheter des livres. À Lubumbashi, on me connaissait. Quand vous allez sur avenue Kassai, vous courbez là-bas, il y avait une boucherie quelque part là-bas. À partir de la poste, là, il y avait des gens qui étalaient les livres à Lubumbashi. Il y avait certains... il y avait des livres là, par terre comme ça. Il y avait boucherie, tout ça, rond-point là, en face des bâtiments Granat là. On vendait des livres là. Ils me connaissaient par cœur, ces gens-là, qui vendaient des livres. J'achetais chaque fois les livres historiques. Je connaissais l'histoire de Napoléon, le mémorial de Sainte-Hélène, j'achète. Oh, le comte de Monte Cristo, Alexandre Dumas, j'achète. Voltaire, qu'est-ce qu'il a dit? Montesquieu, j'étais curieux, j'achète. Donc, j'avais la culture de la lecture depuis longtemps.
C'est pourquoi j'ai dit dans une de mes vidéos, on me trouvait surtout moi, si je ne suis pas au centre culturel français de Lubumbashi là-bas. J'étais à l'Alliance française, vous descendez un tout petit peu. Quand il y a des colloques, des conférences, le théâtre, la lecture, discussion, moi j'étais là chaque fois. On se connaissait, hein, le cercle des lecteurs à Lubumbashi. J'étais aussi là-bas. On invite des écrivains, Charles Djungu Simba, et Mongolo Momba. On parle du Congolais qui a écrit le premier livre, Eli Mangando, au centre culturel français. J'étais là. On fait le théâtre, j'étais là. On fait le théâtre au quartier Bel Air de Lubumbashi, paroisse là-bas. J'étais là pour revoir le théâtre. Je m'intéressais à ces histoires-là. Et c'est l'habitude. Maintenant, si au Congo, on n'a pas la chance d'avoir des livres, pourquoi c'est un autre monde d'ailleurs? C'est un monde qui est en retard. La vie est chère. Tu vas chercher à manger ou bien acheter des livres? Non, tu dois d'abord manger. Mais aux États-Unis, c'est pourquoi moi je condamne des Congolais qui sont dans l'Occident. Amérique, Canada, Australie, Europe, tout ça. Beaucoup de Congolais, ils ne lisent pas. Ils suivent les novellas, les théâtres de chez nous, hein, les histoires là-bas de ce qu'on appelle... Donc, pour parler des Congolais là-bas, polémique. Tu vois un homme qui est aux États-Unis, il y a un problème politique au Congo. Ce n'est pas mauvais d'écouter le son des cloches des Congolais de Kinshasa. Qu'est-ce que les Kinois disent? Qu'est-ce que les Louchois disent? Ce n'est pas mauvais. Mais surtout, il y a des gens qui connaissent des choses. Et la plupart du temps, vous allez voir, la vérité de ce que vos politiciens vous cachent ne vient jamais de Kinshasa. Ça vient d'ailleurs. Et nous avons toutes les possibilités, nous qui sommes dans l'Occident. Parce que l'Internet, c'est très moins cher. Quand je fais cette vidéo, je fais ça à mon téléphone. Je fais toujours mes vidéos à mon téléphone, un petit téléphone là. Dernier cri, sophistiqué, le son sort très bien, c'est-à-dire, nous n'avons pas à mentir. Tout est facilité. Mais pourquoi est-ce que nous n'achetons pas des livres pour connaître ce qui se passe au Congo? C'est question de culture aussi. C'est pourquoi j'ai dit, mes chers frères et sœurs congolais, lisons. Pierre Péan a écrit « Noir fureur, blanc menteur ». Les Noirs se font des fureurs. Vous vous faites des guerres à cause des mensonges des Blancs. Ce qui s'est passé au Rwanda, regardez les autres. Les Blancs ont menti. Tout ce qu'on nous dit à propos du génocide du Rwanda, moi je l'ai dit. La majeure partie des informations, tout ce que nous savons, c'est le mensonge. La vérité est derrière les rideaux. L'information, au Rwanda, il y a eu ceci. Tout ce qu'on nous présente là, c'est le mensonge. Pourquoi? Nos amis ont eu la chance de travailler avec les gens qui contrôlent le monde, les Kagame et les Museveni. Ils créent une histoire, ils mettent le mémorial du génocide. On nous a tués et tout ça. Et pourtant, ils sont parmi les gens qui ont provoqué l'hécatombe au Rwanda. Mais parce qu'ils mangent avec les grands qui contrôlent les armées du monde, qui contrôlent l'information, les gens qui les protègent sous leur parapluie, ils créent une histoire là-bas. Un homme qui a provoqué le génocide pour prendre le pouvoir. C'est-à-dire, il a joué à ce qu'on appelle, chez les Chinois, on appelle ça quoi? On appelle ça Jiu-Jitsu. Il y a une sorte, un sport là-bas, c'est comme dans le karaté. C'est ce qu'on appelle en français qui perd gagne. C'est ce que Kagame a fait. Les Américains ont mis un plan en place, là où, c'est comme s'ils perdent, mais ils gagnent. On vous tire, vous tous dans une embuscade là-bas. Vous commencez à vous battre. Et lui, il sort vainqueur là-bas parce qu'il a les grands frères. On le proclame vainqueur et victime. C'est lui le victime, ses frères sont des victimes et il doit s'asseoir là-bas. On vous l'impose. C'était un grand piège là où la France était tombée, la Belgique était tombée. Ils se sont rendus compte par après que l'Amérique nous a joué. L'Amérique a arraché l'Afrique centrale, qui, historiquement parlant, traditionnellement parlant, c'est le précaré de la Belgique d'abord. Les trois pays-là, Rwanda, Burundi et Congo, c'est le précaré des Belges. Sans compter les Allemands avec le Rwanda, avec le Burundi après. Non, parlons de la Belgique qui était propriétaire du Rwanda, Burundi et du Congo-Kinshasa.
La France est venue après. Car la France enviait aussi de dominer. La France a dribblé les Belges au fil du temps. Pourquoi? La France visait le Congo. Comment entrer au Congo? C'est le pays des Belges par tradition. Les Français ont créé des conflits. Mobutu s'est retrouvé dans ce qu'on appelle contentieux belgo-zaïrois. Les Français ont pesé, ils ont financé Mobutu. Quand Mobutu était têtu, c'est parce qu'ils savaient que la Belgique c'était un petit pays. La Belgique n'est pas une puissance devant la France. Si la Belgique fait action, les Français vont matraquer les Belges. Les Français ont réussi à entrer, à être des amis proches de Mobutu. Ils ont financé les alliances françaises, les centres culturels français, les agences de coopération technique des Belges. Ils ont financé beaucoup d'activités. Je vous ai dit dans une vidéo passée, on étudiait le Swahili, Lingala, Kikongo, Chiluba à l'école gardienne, à l'école primaire. Les Français ont dit non, sinon nous n'allons pas coloniser ces gens. Ils ont financé Mobutu. Giscard d'Estaing donnait beaucoup d'argent à Mobutu. Fini les histoires de l'école gardienne. Là, il faut parler les langues nationales, les quatre langues nationales. Mobutu a résisté. Les grands profs Moudimbe qui avaient instauré ce système, ils ont résisté. Mais les Français ont beaucoup financé. Mobutu a bouffé beaucoup d'argent jusqu'à ce qu'il a abandonné le système des quatre langues nationales. Les Français ont dit, le français doit être étudié. Giscard d'Estaing a beaucoup financé. Ils ont ouvert des centres culturels français, des alliances françaises, qui étaient tenues par des gens qui venaient au Congo. Non pas des professeurs tout simplement, non. C'était les agents secrets, la CIA française. Tous les directeurs des alliances françaises qui étaient à Lubumbashi, Kinshasa, là-bas, c'était les agents secrets. Ils utilisaient la France comme cheval de bataille. En dessous, c'est pour avoir accès à des richesses du Congo, contrôler le Congo, se faire ami proche à Mobutu, le protéger, lui garantir beaucoup de choses. Nous allons faire ceci. La Belgique ne t'en fait pas. C'est pourquoi au fil du temps, la Belgique a tout perdu. Aux dernières années de Mobutu, il était en conflit avec la Belgique à cause des Français. Et quand la donne a changé, le grand frère États-Unis d'Amérique a mis l'URSS à genoux avec ce que vous connaissez, Glasnost, qui a donné la perestroïka, qui a fait que l'URSS est tombée en 1989. L'Amérique est restée seule puissance sur la surface de la Terre. L'Amérique maintenant a regardé l'Afrique centrale comme ça. Il a trouvé que c'est la France qui était là. La France occupe le Congo. Moi, je veux le Congo. Comment maintenant faire sortir la France dehors, afin que nous puissions prendre le Congo? La tâche était facile, pourquoi? Parce que la Belgique était aussi mécontente de la présence de la France au Congo. Les Américains et les Belges étaient entrés dans une réunion. L'Amérique seule ne pouvait pas venir faire des bêtises au Rwanda, au Congo, même au Burundi. Non, c'est avec l'aval de Bruxelles. Et Bruxelles croyait que l'Amérique vient là, c'est pour l'aider. Ils vont se partager, donc l'Amérique va bousculer la France et les Belges vont rester maintenant en train de régner. Erreur monumentale. Ils sont en train dans des réunions là-bas. Tout ce qu'on faisait contre la France, la guerre c'est quoi? Le génocide du Rwanda c'est quoi au juste? C'est le combat entre l'Amérique et la Belgique d'un côté, contre la France de l'autre côté. On voulait déloger la France de l'Afrique centrale, du Congo. C'était ça. C'est arrivé à ce qu'on a appelé le point culminant, ça a créé le génocide du Rwanda. Et l'Amérique a réussi. Belgique, tu m'as appelé, tu as aussi voulu à ce qu'on puisse t'aider. Mais c'est à quoi les Belges ne s'attendaient pas, c'est de voir les Américains maintenant s'asseoir en Afrique centrale, s'accaparer maintenant du Congo à partir du Rwanda, tourner le Rwanda de pays francophone en pays anglophone et imposer leur président qui n'a aucun lien avec la France et la Belgique. Les Belges ont pleuré, nous avons fait l'erreur d'appeler l'aigle de Washington pour venir nous aider. Ils ont arraché le Rwanda. Les Belges ont pleuré les larmes des crocodiles. Il y a eu des manifestations en Belgique. Kagame est venu, il a dit fini. Rwanda has become now a
English-speaking country. Le Rwanda devient maintenant un pays anglophone. Wow. Les Belges étaient fatigués. C'est l'Amérique maintenant qui contrôle tout. Les Belges n'ont aucune place au Rwanda. L'Amérique place maintenant le Rwanda comme le centre de contrôle de l'Afrique centrale. Comme ils ont placé Israël comme le centre de contrôle du Moyen-Orient. Période. Ils se mettent là. C'est ça, en bref, ce qui s'était passé là-bas. Vous voulez comprendre le génocide du Rwanda? Il ne faut pas suivre ce qu'on nous dit par Kagame, les cérémonies chaque année, le feu là-bas, Kwibuka, nous devons nous souvenir, les Hutus sont comme ça. Tout ça, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Pourquoi? Parce que Kagame est en train de jouir de la protection des Américains jusqu'à preuve du contraire. Et tous savent que c'est le mensonge. C'est Bill Clinton qui a assis ce système-là. Il a beaucoup travaillé pour asseoir un système qui ferait que Kagame serait en sécurité. Il a passé Kagame à Tony Blair. C'est pourquoi on appelle les anglo-saxons. Ce sont les Américains et les Britanniques. Les Saxons, ils sont aussi de sources germaniques, les Saxons. C'est comme ils sont venus de l'Allemagne. L'Allemagne aussi est dans ces histoires. La Belgique aussi. Les rois des Belges sont d'origine allemande. C'est pour ça qu'ils ont embrassé cette histoire. Dans leur club là-bas, les anglo-saxons, c'est-à-dire les anglophones et les germanophones qui se sont mis là-bas, ils connaissent leurs sources. Ils ont fait l'aventure en Afrique centrale. On a bouté la France. La France avait Boutros Ghali, un francophone, comme secrétaire général de l'ONU, qui avait fini son premier mandat. Il comptait revenir encore pour faire le deuxième mandat. La France misait sur ce monsieur-là, que le monsieur-là va régler l'histoire de l'ONU en faveur de la France. Les Américains ont vu, non, nous allons combattre Boutros Ghali. Ils l'ont combattu, parce que c'était la candidature de l'Afrique. Ces années-là, c'est-à-dire, il fallait un Africain qu'il fasse, je ne sais pas, 5 ans. Si Boutros avait fini ses 5 ans, c'était toujours la candidature, c'est l'Afrique qui devait présenter un autre candidat. Les Américains ont dit, Boutros, nous devons le faire partir si nous voulons prendre l'Afrique centrale convenablement. Ils ont pesé, ils ont soudoyé beaucoup de nations. Corruption sous la table. Beaucoup de pays ont détesté Boutros Ghali. La France a essayé. La France n'a pas beaucoup d'argent. L'Amérique est une puissance financière. Ils ont amené un Africain, Kofi Annan. Assieds-toi là-bas. Kofi Annan a battu Boutros Ghali. Et là, les Américains ont dit, nous allons continuer maintenant à tabasser les francophones. Ils ont pris l'Afrique centrale. Ils ont même arraché le Rwanda des mains de la Belgique. La France a fait tête dure, croyant que c'était de la blague. Les Américains ont bloqué. Niembes, Kakono. La France a des problèmes pour revenir en Afrique centrale. Comprenez pourquoi la France maintenant est à genoux. Les Français connaissent beaucoup d'histoires. Qui a tiré sur l'avion? Il y avait 9 personnes dans l'avion là-bas. Le pilote français était mort. L'équipage était dans les mains des Français. Il y a 2 présidents, président rwandais et président burundais qui étaient là. Donc les Français ont même les boîtes noires. Tout ce qui se disait dans l'avion. Les Français ont toutes les vraies informations. C'est pour cela qu'il y avait le juge Bruguière français qui a mené des enquêtes. Puisque quand l'avion d'Habyarimana était tombé, ce jour-là, c'était à 20h30 quelques, le 6 avril, ça revenait de la Tanzanie à Arusha. C'était tombé sur la présidence. Les premières personnes à aller voir les débris de l'avion, c'était les Français. C'est-à-dire ceux qui ont la vraie information, c'était les Français. Et c'était les Français qui ont quadrillé cet endroit-là. Quand l'avion était tombé, les militaires de Kagame qui venaient de l'Ouganda. Donc, qu'est-ce que nous devons connaître? C'est une longue histoire. En bref, qu'est-ce que nous voulons connaître? C'est ce que je vais vous dire. Ne croyez pas que ce qui a amené le génocide, c'est-à-dire quoi? Le président Habyarimana, l'armée d'Habyarimana, l'armée gouvernementale était là. Les Tutsis étaient seulement les civils. Non. Kagame avait déjà infiltré le Rwanda à partir de fin 1990
1991, 1992 et 1993. Les Tutsis étaient déjà entrés au Rwanda. Ils avaient des caches d'armes. Les Américains les aidaient. C'est pour cela quand ils ont envoyé l'homme que je vous ai dit, le général Dallaire de l'ONU, il était venu avant le génocide. C'est le véhicule de l'ONU qui déplaçait les armes du FPR d'un point à l'autre. Donc, le FPR de Kagame, sous la bénédiction des États-Unis, travaillait avec l'ONU, la MINUAR, qui est comme la MONUSCO aujourd'hui. Donc, les gens de Kagame, ils communiquaient avec l'ONU. L'ONU, soi-disant, nous sommes en train de faire la paix, tout ça. Écoute, entendez-vous, mettez un gouvernement de l'Union nationale. Or, l'ONU travaille avec les gens du FPR. Ils s'étaient infiltrés, ils étaient très nombreux de militaires en civil, tous, ils étaient déjà entrés au Rwanda. D'abord, quand Kagame a attaqué, 1990, 91, 12, 13, Kagame avait déjà pris presque une moitié du Rwanda. C'est ce que les gens ne connaissent pas. Ils pensent que, bon, les Hutus ont commencé à tuer les Tutsis comme ça. Non, Kagame faisait la guerre comme rebelle. Beaucoup de provinces étaient tombées. Kagame les gérait déjà. Kagame avait déjà la moitié du Rwanda. Le FPR gérait ça. C'est ce qui a fait pression sur Habyarimana. Habyarimana a vu que son armée ne faisait rien. Pourquoi? Bill Clinton avait imposé un embargo sur les armes pour que l'armée d'Habyarimana, on ne puisse plus leur donner des armes. Donc, plus d'armes ira où c'est au Rwanda. Le gouvernement d'Habyarimana a tout fait, se plaint à l'ONU, l'Union africaine. Les Américains ont dit non, vous êtes sous embargo parce que vous ne voulez pas démocratiser le Rwanda. Nous sommes en train de démocratiser. Nous allons à Arusha en Tanzanie. C'est pour les pourparler, nous entendre. Et c'est vrai, les Hutus allaient avec bon cœur. Pourquoi? Ils savaient qu'ils sont majoritaires. La démocratie, c'est quoi? Même si nous finissons les pourparlers, nous allons aux élections. Nous, les Hutus, nous sommes majoritaires. Nous allons gagner les petits Tutsis là. C'est comme ça, les Hutus n'avaient même pas résisté. Or, quand ils faisaient tout ça, les Américains les piégeaient pour qu'ils puissent résister. Boboï, maintenant nous allons faire la guerre. Habyarimana a tout accepté. On a fait signer à Habyarimana même des bêtises. Nous allons partager ça. Habyarimana, tout. On a amené même les militaires rwandais qui avaient pris d'autres provinces. Venez dans la capitale. Les Rwandais, tous étaient dans la capitale. Visiblement comme ça. Ils dormaient dans des hôtels protégés par l'ONU. C'est-à-dire, quand on a bombardé l'avion d'Habyarimana, les Rwandais, tous étaient déjà là. C'était la guerre civile. Cela ne veut pas dire qu'ils commençaient maintenant à venir de l'Ouganda. Non, ils étaient déjà là, une forte armée. Ils ont commencé à se battre pour aller maintenant prendre la présidence. Mais il s'est fait que l'armée nationale d'Habyarimana était très forte. Ils se sont battus de 20h30 jusqu'à 5h du matin avec artillerie lourde. Les Habyarimanistes pour sauvegarder la présidence, les Kagamistes c'est pour prendre la présidence. Donc ils se sont tellement battus. C'est ce qu'on ne veut pas nous dire. Bill Clinton suivait ces combats-là à partir de la Maison Blanche. Il y a même des images satellites qui sont là. Bill Clinton a refusé à ce qu'on puisse les inspecter. Le Pentagone américain a refusé. Parce que si on ouvre la boîte à Pandore là-bas, là où il y a les images satellites qui suivaient le mouvement des armées Hutus et Tutsis, les Américains ont des images satellites. J'ai lu ça dans Garrison. Bill Clinton a refusé qu'on puisse ouvrir pour voir les images satellites, le mouvement des armées. Tout est là, la vérité est là. Mais l'Amérique est une puissance. C'est-à-dire vous devez suivre ce que l'Amérique dit. Si tu as raison, l'Amérique dit tu as tort. Tu as tort parce que le grand frère a dit que c'est toi qui as tort. C'était comme ça. Jusqu'à 6h du matin, les Kagame n'ont pas su prendre la présidence. Ils se sont retirés là-bas mystérieusement. Et Agathe Habyarimana est resté à la présidence là-bas, dans la plus grande panique. Ce n'est que le soir, après 13h, 14h, que la France a amené un avion pour prendre la famille présidentielle seulement. Pas les cousins, les tantes là-bas, famille élargie, non. Ils ont pleuré là-bas. On les a amenés en France directement. Et les Américains ont compris que c'est fini. Nous n'aurons plus de puissance en Afrique centrale, même au Congo. Mobutu, prépare-toi. L'aigle américain est venu avec rage. Mobutu déjà a paniqué. Mobutu savait que c'est fini.
Les Français lui ont dit, nous avons des informations pour toi. Prépare-toi et pars. C'était ça le jeu qui s'est joué. Et Mobutu était fatigué. Si du moins il pouvait partir, mais lui aussi a voulu résister. La France a dit, ah, ces gens-là sont très forts. Très forts. Parce qu'il y avait des avions américains et canadiens. Les gros porteurs là-bas, C-130, qu'on appelle en lingala les Bomondonda, les Fokker. Ça venait, c'était en Entebbe, en Ouganda. Ça parachutait même des commandos américains à la frontière de l'Ouganda et du Rwanda. Il y a des commandos américains qui ont été parachutés pour combattre pour les Kagame. On mettait les Tutsis devant, mais derrière, c'était les Américains. Les Américains ont combattu. Sinon, Kagame lui-même, avec sa petite armée, ne pouvait jamais gagner cette guerre. Les Américains se sont battus. Quand ils ont fini là-bas, la conquête du Congo, parce qu'il y avait plus de 2 millions de Hutus au Congo, les Américains sont entrés encore au Congo. Ils ont envoyé même des avions là-bas la nuit, les avions silencieux, qui jetaient des bombes là-bas, sur les camps des Hutus, en silence. Ils ont fait la guerre pour Kagame. Ils ont écrit une histoire là-bas, les génocides du Rwanda, selon eux. C'est fini. La France a vu que c'est fini, moi, on boute dehors. Moi, je n'ai plus de chance. Comprenez pourquoi la position de la France, qui avait tous les documents, la France avait toutes les preuves. Qui a tiré sur l'avion? Les Français savent. Ils ont mené des enquêtes là-bas. Les Français ont pris les débris de missiles. Il y avait 3 missiles qui avaient tapé sur l'avion d'Abiyarimana. Les débris, les Français les ont pris là. Ils ont lu même. Chaque missile a un numéro d'enregistrement. Les Français ont pris le reste des numéros qui étaient là. Ils ont fait entrer ça dans des ordinateurs là-bas. Ils ont tracé d'où ces missiles étaient venus. C'était des missiles qui étaient restés dans la guerre d'Irak. Quand George W. Bush père, George Bush père, faisait la guerre contre Saddam Hussein en Irak dans les années 1991. C'est quand on avait volé du stock qui était resté. Ces missiles-là, on les avait volés. C'était resté quelque part et on les avait acheminés dans le stock de l'Ouganda. Donc c'était en Ouganda. À partir de l'Ouganda, ce sont les missiles, les 3, qui ont tiré sur l'avion du président Habyarimana. Et que Ouganda, c'est quoi? C'est l'allié de Kagame, l'allié des Américains dans cette guerre de l'Afrique centrale. Automatiquement, c'est quoi? C'est venu de l'Ouganda, on les a fait traverser la frontière pour les faire entrer au Rwanda. Abdul Rubiziza, l'histoire secrète du Rwanda, ce monsieur-là aussi en a parlé. Il te dit tout ce qui a eu lieu. L'avion de Bermana revenait d'Arusha. Parce qu'on avait attaqué. Tu vois ce qu'ils ont fait? Ils attaquent. Bermana faisait là-bas les histoires à Arusha. Ils se sont bien salués là-bas, c'est bien, nous allons partager le pouvoir pour éviter la guerre, la démocratie. On le félicite même par les Français, les Américains, tout ça. Alors, on lui donne un message que, Monsieur le Président, il y a une attaque forte au Rwanda. En tout cas, on n'a jamais vu cette attaque. Si vous dormez, vous allez finir vos jours à l'extérieur du Rwanda. Habyarimana a dit aux autres présidents, en tout cas, mes chers amis, excusez-moi, je dois rentrer au Rwanda rapidement. On nous dit les choses sont mal là-bas. Mobutu a dit à Habyarimana, il ne faut pas t'empresser. Laisse, l'armée doit faire son travail. Toi, tu vas rentrer. Mobutu avait dit clairement. Comment est-ce que Mobutu le savait? Mobutu jouissait des secrets des services secrets des Français. Mobutu avait beaucoup résisté parce que ce sont les Français. Donc, ils s'espionnaient. Les Américains, les Belges. Donc, ils espionnaient la région des Grands Lacs. Ils ont dit à Mobutu, dis à Habyarimana de ne pas partir. La zone n'est pas bien. Mobutu a approché Habyarimana. Tu veux rentrer où? Oh, je vais rentrer au Rwanda. Non, reste ici. On passe ici. Ou bien on peut quitter avec mon avion. Mobutu a dit, je te prendrai dans mon avion. Je vais aller avec toi à Kinshasa. Et puis de Kinshasa, on va t'amener à Goma. À partir de Goma, tu entreras au Rwanda avec un véhicule.
car l'atmosphère n'est pas bien. Abiyarimana était tellement dépassé. Non, vous savez, si je ne pars pas aujourd'hui, mes généraux me disent qu'il peut y avoir coup d'État. Tout ça, Mobutu a dit, ne pars pas. Abiyarimana a insisté, Mobutu a dit, ok, on va se revoir. Donne-moi de tes nouvelles. Abiyarimana est rentré avec l'avion, Mystère 50, qui était quoi? Un cadeau de la famille Giscard d'Estaing. Le Rwanda ne pouvait même pas acheter un avion présidentiel. C'est le cadeau de la famille Giscard d'Estaing, la famille présidentielle de la France. Ils avaient donné un avion Mystère 50. L'avion est venu de la Tanzanie. C'est arrivé au-dessus de l'aéroport de Kigali. Vous savez ce qu'il y a eu? L'avion n'a pas atterri directement. Il s'est fait que sur la piste présidentielle au Rwanda, à Kigali, il y avait un autre avion. Car on ne mettait jamais des avions sur la piste présidentielle. On pouvait donc mettre un avion si on est en train de faire des mouvements dans l'aéroport. Mais l'avion ne peut jamais demeurer là-bas parce que c'est la piste qui était réservée au président de la République. Mais ce soir-là, l'avion du président est revenu de la Tanzanie. Le pilote a reçu un message venant de la tour de contrôle. Attention, donnez-nous quelques minutes, il ne faut pas descendre, il ne faut pas atterrir, car la piste est occupée, nous voulons déplacer cet avion-là. Oh, tout le monde a dit, pourquoi? Faites un peu de tour, patience. L'avion d'Abiyarimana faisait maintenant des tours. Or, c'est en faisant des tours. Pourquoi est-ce qu'on a laissé cet avion-là? C'était déjà des Tutsis rwandais qui avaient déjà infiltré les services de l'aéroport. En complicité avec l'ONU, beaucoup de gens ont dit, ces missiles, nous allons calculer la portée, comment est-ce que nous allons tirer. On ne peut pas le faire du coup, on peut rater. Alors, il faut mettre un avion sur la piste, comme ça quand le président reviendra, on va le taquiner, c'est-à-dire attaquons d'abord le Rwanda, attaquons la capitale, faisons comme si on va prendre la capitale. Lui, quand il va entendre là où il est que la guerre est terrible, il viendra. Et quand il viendra par avion. Maintenant, il ne faut pas qu'il descende du coup. Mettons un avion sur la piste présidentielle là-bas. Comme les Tutsis étaient des érudits là-bas, le directeur de l'aéroport, c'était eux, ils ont fait mettre l'avion sur une piste, sans que les travailleurs de l'aéroport comprennent pourquoi. Il y avait un avion sur la piste présidentielle. Pourquoi? Parce que si Abiyarimana revient, on va lui dire de faire des tours, de ne pas atterrir directement. C'est en faisant des tours que le tireur des missiles, les tireurs au pluriel, ils étaient juchés sur la colline de Masaka, près de l'aéroport. C'est pour qu'ils puissent le calculer très bien. Quand ils passent dans leurs lunettes, ils calculent. Ok, dites-lui de faire encore un autre tour. C'est les gens de la colline là-bas, les tireurs d'élite, qui collaboraient avec la tour de contrôle, et la tour de contrôle collaborait avec le pilote. C'est ce qu'ils faisaient. Un tour. L'avion du président a fait un tour. Le tireur d'élite a jumelé. Ok, dites-lui de faire encore un autre tour. Ok, excusez monsieur le président, monsieur le pilote, faites encore un autre tour. On n'est pas encore prêt, on est en train de dégager la piste. L'avion fait encore un autre tour. Parce que quand l'avion fait un tour là-bas, l'avion doit passer, la colline de Masaka, c'est une élévation. C'est presque proche de l'avion. Quand l'avion a fait un autre tour, le tireur d'élite là-bas, on dit, voilà. Dites-lui de faire encore un autre tour pour qu'on s'assure maintenant que si nous tirons, ça ne va pas rater. La tour de contrôle a dit encore au président, au pilote, fais encore un autre tour. Et la tour de contrôle communiquait avec les tireurs d'élite qui étaient sur la colline Masaka. Ils ont fait le troisième tour. Maintenant, les tireurs d'élite se sont rendus compte que ça va, on ne va pas le rater. Et au même moment, l'avion était dégagé de la piste présidentielle. On a mis ça de côté. Et on a dit, monsieur le pilote de Mystère 50, la piste est dégagée, vous pouvez atterrir. Et l'avion est allé faire encore le dernier tour. Atterrir, c'est-à-dire quoi? Ça commençait à perdre de l'altitude. Ça venait maintenant en descendant. C'est passé devant la colline de Masaka. C'était un gros avion là-bas. Hein? Trop gros. Les tireurs n'avaient plus maintenant de problème. Premier missile. Deuxième missile. Troisième missile. L'avion a pris feu. Il est allé tomber au-dessus de la présidence à Kigali. Les enfants d'Abiyarimana étaient dans la piscine en train de nager. Agathe Abiyarimana est sorti, tout le monde là-bas. Ça, c'est l'avion de papa.
tombé à la présidence, sur le garage de la présidence. On est venu prendre le corps de Biarimana, il n'avait pas la mâchoire inférieure. C'était sorti là. Donc, tout le monde est mort, même le président burundais, qui avait pris aussi l'avion là-bas pour que demain il puisse entrer au Burundi. 2 présidents du coup. Ils ont mis une sorte de chapelle là-bas, ils ont mis des bougies la nuit, veillé, ça a commencé. Et on a commencé à tirer. Le combat toute la nuit, c'est comme ça. Et le matin, on est allé donc, comment est-ce qu'on appelle en termes des militaires là-bas? C'est pour effacer les traces sur la colline. Parce que les enquêtes vont commencer. On va dire les missiles étaient, les trajectoires, les spécialistes français devaient voir. Les missiles sont venus d'où? C'est-à-dire le tireur devait être là. Ils sont allés maintenant brouiller la piste en laissant des jeeps de militaires, hein, des jeeps de militaires avec l'uniforme des Belges. Vous voyez comment ils ont joué les Belges, hein? Les gens-là sont des spécialistes. Ninja de Pentagone. Alors, après avoir fait le coup, je ne sais pas comment, ils ont laissé une jeep de l'armée belge avec des uniformes des militaires belges. Ils ont laissé là. Quand on a commencé à mener les enquêtes demain, c'était les Français qui étaient arrivés là-bas. Alors, c'est comme pour dire, ce sont les Belges qui ont tiré sur l'avion. Confusion générale. Les militaires rwandais, avec rage, on dit donc ce sont les Belges qui ont tiré sur l'avion de notre président. Ils sont allés au camp Kigali. Il y avait un camp militaire, comme le camp Kokolo de Kinshasa, qu'on appelait camp Kigali. Les militaires rwandais sont allés là-bas avec rage. Les Belges ont tiré sur notre président. Non, ce n'est pas nous. Confusion là-bas. Ils ont tué les Belges. C'est pour cela qu'on vous dit qu'il y a des Belges qui étaient tués. C'était le coup. Donc les Américains, ils ont fait un jeu diabolique. Ils ont perturbé la situation. Les Français, les Belges ne se sont plus retrouvés. Car c'était un coup bien calculé depuis longtemps. La confusion est entrée au Rwanda. La guerre a commencé. L'armée de Kagame avait déjà pris la moitié du Rwanda. Et l'armée de Kagame s'était infiltrée jusqu'au cœur de Kigali. La guerre a commencé. Les militaires gouvernementaux d'Abiyarimana n'avaient plus beaucoup de munitions. Pourquoi? Bill Clinton avait déjà frappé le gouvernement de Kigali d'embargo sur les armes. Pourquoi? Vous ne respectez pas la démocratie. Et le Rwanda, c'est un pays pauvre. Le Rwanda trouvait l'argent en vendant du café et du thé. Bill Clinton a frappé l'embargo sur le thé et le café du Rwanda. Vous n'allez plus vendre le thé jusqu'à ce que vous allez obéir à faire entrer la démocratie dans votre pays. Donc c'était un pays pauvrement pauvre. Et du côté de l'armée gouvernementale, ils avaient des armes sans munitions. Comprenez pourquoi ils ont fait maintenant recours aux machettes. C'est-à-dire jusqu'à la dernière goutte de sang, nous allons défendre notre pays. Alors, la question qu'on se pose, c'est celle-ci. Ceux qui ont des armes automatiques et ceux qui ont des machettes, qui va tuer qui? Hein? Faisons une guerre même au Congo. Il y a une équipe avec des machettes là-bas, des burins, des bâtons, tout ça. Et une autre équipe derrière avec des armes automatiques. Parce que quand l'armée gouvernementale était en faillite de l'autre côté, alors Ouganda ne faisait qu'approvisionner le FPR de Kagame. Ils avaient créé déjà un circuit qui entrait même dans les provinces que Kagame avait déjà prises là-bas. Les armes de guerre fantastiques, puissantes des Américains entraient. Et le FPR a fait le travail. Le FPR a fait le travail. L'armée de Kigali, gouvernementale, n'a pas tenu beaucoup de jours. Mais Kagame et ces gens avaient l'arsenal sophistiqué. Et Bill Clinton a ordonné qu'on puisse couper la communication. Téléphone, ça ne répond plus. Telex, ça ne répond plus. On a coupé la communication. Les Français ont essayé d'avoir accès. Bill Clinton a fait l'état de siège. Hein, c'est ce que vous faites au Congo. Il a assiégé le Rwanda. Pendant au moins 3 mois, les gens voulaient savoir ce qui était en train de se passer au Rwanda. Personne ne pouvait vous donner l'information vraie de ce qui est en train de se passer au Rwanda. Pourquoi? Sur ordre de Bill Clinton. Mais eux avaient des téléphones satellitaires, les moyens de communication là-bas de Pentagone. Ils suivaient tout ce qui s'est passé là-bas. Les Américains sont les maîtres de l'espace.
Ils avaient des satellites, tout ça, des images satellites. C'est les Américains même qui guidaient l'armée de Kagame. Allez à gauche, ils sont là. Allez, ils sont cachés derrière le mur là-bas. Lancez le mortier, boum, on tue là-bas l'armée gouvernementale. Pendant les 3 mois là-bas, comprenez pourquoi, par miracle, des gens qui disent qu'ils étaient des victimes, on devait les tuer tous. Mais comment brusquement, un petit groupe de victimes, ils sont devenus trop puissants, ils ont chassé même les 85%. Les Hutus sont entrés au Congo comme des troupeaux. Ah! Un inspecteur américain a posé la question dans la revue Garrison. Jamais de la vie. Comment les gens qui font partie de l'ethnie des victimes, qui se disent on les a tués plus de 800 000, c'est-à-dire ils devaient tous finir. Comment brusquement les victimes qu'on tuait, c'est-à-dire ils étaient comme des saints là-bas en train de dormir, brusquement la situation s'est retournée et ils ont chassé 85% des gens pour les mettre dehors. Non, 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 non. Nous devons faire des enquêtes. L'info a commencé à sortir. On a intimé Bill Clinton. Bill Clinton suivait ça. Chaque matin, Bill Clinton était à la Maison Blanche. On lui donnait l'information par satellite, tout. On filmait même ce qui se passe. Les Américains ont des vraies images de la guerre civile qui se faisait au Rwanda pendant 3 mois. Selon le livre Garrison que j'ai lisé ici, on a intimé à Bill Clinton. Donne-nous, le président américain, c'est toi qui as le pouvoir. Vous devez donner donc l'ordre pour qu'on puisse ouvrir ces archives-là, des images satellitaires, de ce qui s'était passé au Rwanda pendant les 3 mois que vous avez bouclé le Rwanda. Vous avez refusé l'accès à tout le monde. Bill Clinton a refusé. Il est parti. Jusqu'aujourd'hui, c'est bouclé. Le Pentagone tient ça pour secret. On n'a pas encore ordonné à ce que les gens puissent aller ouvrir ces archives là-bas, des images satellitaires. Garrison a dit ça. J'ai lu, j'ai dit, ah, c'est comme ça que c'était. Qu'est-ce qu'attendait Bill Clinton pendant tous les 3 mois? Il voulait à ce qu'il y ait un nombre exagéré de gens qui vont tomber, qu'on va tuer. Ça va lui permettre de faire quoi? De proclamer le génocide du Rwanda. C'était leur plan. On ne peut pas parler de génocide quand on tue 200 personnes, 1400 personnes. Non. Laissez-les se tuer. Et qui a tué? Demandez. Abdul Rubiziz a écrit un livre de nous avons tué. Kagame a tué même les Tutsis, qu'on ne vous trompe pas. Pendant cette guerre-là, les Tutsis fuyaient dans un coin là-bas, l'armée de Kagame arrive là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Allez dans ce stade-là, le stade de Byumba. Allez dans le stade, nous allons venir vous faire un meeting pour vous dire ce qu'il faut faire. Les Tutsis sont allés dans le stade de Byumba, croyant que ce sont leurs frères qui viennent là-bas. Ils les mettent là-bas. Allô, allô, nous sommes vos frères, nous sommes venus, c'est pour vous sauver des mains de ces gens qui vous ont fait souffrir pendant longtemps. Yeah! Écoutez-nous, restez ici, nous allons voir s'il y a des endroits là-bas, là où il y a la sécurité, nous allons vous ordonner, savoir là où nous allons vous amener. Waouh! Ils ont fini le meeting comme ça, les gens de Kagame sont sortis du stade. Des véhicules sont entrés dans le même stade là-bas. Ils ont tué tout le monde, les tous. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on sait que c'est Kagame qui recevait l'ordre de l'aigle de Washington. Il faut tuer, même les tiens. C'est pour qu'on ait raison. Kagame a sacrifié les Tutsis. Il y a des Tutsis qui ont des histoires là-bas. On les a accueillis par l'armée de Kagame. On va les cacher quelque part là-bas. On les met là-bas dans un endroit très sécure. Ils restent là. Et brusquement, quand l'armée part comme ça, il y a des gens qui viennent les tuer. Ah, ça c'est un endroit secret. C'est-à-dire ceux qui doivent connaître cet endroit, ce ne sont que nos frères tous. Comment brusquement, quand ils partent comme ça, 30 minutes après, il y a des gens qui viennent tuer. Les survivants ont vu. Ça c'est mon frère. Je suis sorti pour aller prendre à manger là-bas, pour aller prendre de l'eau. J'ai vu ces militaires qui étaient là. Ils m'ont salué là-bas. Les gens de chez nous, ce sont les Tutsis. Ils m'ont salué très bien. Alors, on a pris de l'eau, on s'est approvisionné à manger. Nous sommes revenus dans notre maison pour nous cacher. Et on a vu les gens qui sont venus nous tuer. On a vu le visage de ces messieurs qui étaient des gardes là, notre frère. Ah, comment est-ce que ces gens qui nous ont accueillis très bien, ils sont encore venus nous tuer? Il y a trop de témoignages.
Quand on a ouvert le tribunal là-bas, les gachacha de Kagame là-bas, on n'a pas donné la parole aux gens. On a refusé à ce que les gens puissent parler. Les Hutus, les Tutsis, même les Tutsis avaient des témoignages. On a tout bouclé parce que l'Amérique était là. Les juges commandés par l'Amérique. Donc, si tu veux faire l'enquête là-bas, on dit impersonnelle, l'enquête libre, ne pas te pencher sur le point de vue des Hutus ou bien des Tutsis. Donc moi, je viens, laissez-moi faire mes enquêtes. Quand tu commences à toucher le problème des Tutsis, est-ce que les Tutsis maintenant, bon, les Hutus ont fait des méfaits, oui, nous acceptons. Maintenant, le côté des Tutsis, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, les kagamistes? Tu essaies aujourd'hui, demain matin, on t'appelle à Washington, on te démet de tes fonctions. Comprenez pourquoi les Louise Arbour, on peut vous compter beaucoup de magistrats. Brusquement, comme ça, l'ONU a dit non, tu ne travailles pas bien, le Rwanda ne t'aime pas. Ah, pourquoi? Parce que les juges, le procureur, voulaient maintenant ouvrir le dossier de l'armée de Kagame. Quand tu ouvres la première page, Louise Arbour est allé voir Kagame. Monsieur le Président, je demande rendez-vous demain avec vous. Kagame a dit, tu viens. Ils sont allés parler là-bas, Kagame était tendu là-bas. Ils ont commencé à rigoler, lui a parlé de ce qui est arrivé, nous sommes désolés, tout ça. Maintenant, la femme a dit, j'hésitais aussi. La femme a commencé le dossier. Maintenant, permettez-nous d'aller dans les zones que vous aviez occupées pendant au moins 2 ou 3 ans pour faire les enquêtes. Est-ce que nous pouvons avoir accès à certains généraux, vos lieutenants, pour leur poser des questions, pour qu'ils puissent nous situer ce qui s'était passé pendant qu'ils venaient donc sauver les Tutsis qu'on tuait. Kagame l'a regardé comme ça. What do you want to do? Kagame a commencé à gronder la procureure. J'ai ce livre-là, hein. Madame le juge. Il y a un livre qui s'intitule Madame Judge. Madame Judge, Madame le juge. C'était écrit par Louise. Elle a aussi relaté comment les relations entre Kagame et les juges de la Cour internationale n'ont jamais été bonnes. Et tout le monde sait que Kagame a caché beaucoup de choses. Même les témoins qu'on amène là-bas au Rwanda, on dit, les témoins, j'ai vu on tué. Tous ont été manipulés, mensonge sur mensonge. Ils avaient peur. Il y a même des Hutus qui acceptent pourquoi par peur de mourir. Tu as tué, oui, j'ai tué, je suis allé là-bas, j'ai tué 5 personnes avec la machette. Il n'a pas tué si vous suivez très bien. Même les Tutsis savent très bien que ce papa est innocent. Il était pauvre là-bas, il ne nous a pas tués. Mais ce papa se présente, j'ai tué, je demande pardon. Tout était millimètre. Donc, on a chronométré ça par les Américains. Et ils nous ont laissé, nous tous, dans l'Afrique centrale, avec cette version. C'est pourquoi nous devons lire des livres. Lisez ça. Je vous ai déjà présenté ça. N'oubliez pas, on peut parler des étrangers. Lisez aussi ça. Ça, c'est pour Patrick Mbeko et Papa Honoré Ngwanda. Hein? C'est très riche aussi. Dans la stratégie du chaos. Nous sommes dans la stratégie du chaos. Les Américains ont entretenu le chaos, le mensonge. Et ce qui est un peu bizarre, c'est qu'ils savent que nous savons. Même quand ils viennent au Congo, là-bas, les ambassadeurs des États-Unis, les Mike Hammer, les envoyés spéciaux là-bas, ils savent qu'avec les médias, les social media, les WhatsApp, les Américains savent que les Congolais savent que c'est nous qui les tuons. Ils savent que c'est nous qui les tuons. Mais c'est ce qu'on appelle en Swahili, Richo Akitoyo. Ils viennent comme ça pour changer l'histoire.